invitation est présente. Quand j'avais demandé une messe d'action de grâce pour Patrice Emery Lumumba et ses deux compagnons, mais aujourd'hui, 19 janvier, je ne savais pas. Le professeur m'a envoyé un message par WhatsApp que nous allons nous recueillir pour son papa le 19 janvier. Et effectivement, je viens ici, je trouve la photo du vieux, et nous sommes ici. Je ne crois pas, professeur, que ce n'est pas un fait de hasard. Quand papa, l'homme qu'il était, parce qu'à travers vous, nous voyons votre papa. Son esprit est au-delà. Patrice Lumumba et ses compagnons sont partis avant lui. Mais est-ce un hasard que nous puissions rassembler aujourd'hui ces grands esprits dont vous avez évoqué? Je ne crois pas. C'est à nous de faire ces devoirs. Et ici, tout à l'heure, je suis entré, je n'ai pas signé sur le livret d'or et tout ce que je peux faire, parce que nous aussi, dans la tradition, c'est après qu'on fait ce genre de choses. Je voudrais que la famille de papa, notre papa qui est ici, et vous-même, que vous puissiez garder cette invitation aux archives. Vous allez les garder soigneusement, parce que la date du 19 n'est pas un hasard. Messieurs, dames, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut aider la République démocratique du Congo. Si ce pays décolle, d'ailleurs le monde avait dit que l'indépendance du Congo sera le centre de rayonnement de l'Afrique dans son discours du 30 juin. Et il n'est pas parti loin, j'aurais appris qu'il y a des frères camerounais ici. Mais Patrice Lumumba est cet homme qui a fait venir au Congo l'Union du peuple du Cameroun de Félix Mounier, se connaît de tout le monde. Donc, ne nous fatiguons pas. Aider la République démocratique du Congo, parce que je vous ai dit qu'il y a eu 2 générations, le Che et le Kuluna. Alors, nous avons, depuis le 24 janvier 2019, ce que nous appelons l'alternance, c'est-à-dire qu'effectivement, pour la première fois, le Congo a connu une passation de pouvoir. L'ancien et le nouveau. Un jour, je disais à un frère camerounais que les Camerounais ne puissent pas se fâcher, ici c'est tout à fait normal, en disant, ok, vous dites que chez nous il n'y a pas la démocratie, peut-être au Cameroun il y a la démocratie. Mais il y a une différence malgré le problème à RDC. Parce que nous, à 60 ans d'indépendance, nous avons connu 5 présidents. Mais le Cameroun, à 60 ans d'indépendance, a connu 2 présidents. Je ne sais pas quel est le pays qui a plus de problèmes que l'autre. Donc, nous vous demandons tout simplement d'aider la République démocratique du Congo pour que ces enfants de la rue qui sont dangereux, qui sont nés du 30 juin 60 ou 17 mai 1997, et d'autres qui sèment la terreur. Vous savez, dans un pays, c'est la police, c'est l'armée qui protège. Mais quand l'armée, quand la police a peur d'un groupe de gens, cela devient très dangereux. Vous vous souvenez au Mexique dernièrement. L'armée a affronté un groupe de trafiquants de drogue. Parce qu'ils ont pris en otage la femme des chefs de cartel. Mais ces gens sont tellement puissants qu'ils ont été obligés de libérer les fils de ces grands trafiquants de drogue. Donc ce que nous vous demandons ici, au nom du panafricanisme, au nom de l'histoire de Patrice Lumumba, c'est d'éviter à ce qu'il y ait le mariage de Che et de Kuluna qui risque d'engendrer un monstre. Donc nous allons empêcher à ce que la République démocratique du Congo ne puisse pas accoucher un monstre. Parce que nous avons 2 générations très très dangereuses, plus dangereuses que les États-Unis d'Amérique avec leurs bombes et drones, les Che et les Kuluna. Si le pouvoir actuel va marier ces 2 couples, enfin oui, donc ces couples, il y aura la naissance d'un monstre. Et le monstre, vous savez ce qu'il peut faire. Ça, vous rendrez service au combat de Patrice Lumumba, qui n'est pas achevé. Je vous remercie beaucoup, s'il vous plaît. Je vous remercie énormément. Alors, pour terminer, le moment vous êtes ici, sachez quelque chose, que on n'a jamais rendu à la fille
Non, on n'a jamais rendu à la famille de Patrice Emery Lumumba la dépouille mortelle de la fille de Patrice Lumumba, qui aujourd'hui totalise, oui, 60 ans. Vous assassinez le père qui était en deuil et vous gardez la dépouille mortelle de la fille de Patrice Emery Lumumba. Et je crois qu'aujourd'hui à RDC, il y a des gens qui connaissent la vérité. Ici, nous passons à live. Il n'y a pas question d'avoir peur ou de mentir. Je demande un témoin. Les témoins, les seuls qui ont resté vivants, qui peuvent aider l'Afrique, qui peut penser le plaid de l'Afrique pour l'assassinat de Lumumba, c'est Jonas Mutamba. C'est celui, monsieur, qui était dans l'avion, qui a conduit Lumumba à la mort. Ce monsieur se promène librement comme un vent. Je crois que nous n'allons pas oublier et nous ferions quelque chose. Sinon, ça sert à quoi? D'où mon combat depuis 32 ans. Nous sommes fiers, mais on est mieux servi que par soi-même. Je suis fier, mais seulement, il y a quelque chose seulement. Si le professeur Covid n'était pas connu, nous ne serions même pas d'ici. Est-ce que c'est celui qui doit faire un effort pour que nous puissions venir vers lui? Rarement, ce genre de combat, nous les faisons. Rarement. Nous vous remercions beaucoup. Professeur, c'est à vous. Je voudrais, à présent, avant de poursuivre, de décliner la prise de parole des panélistes, demander à ce que vous mettiez une microphone. Je voudrais introduire quelqu'un qui est un frère de combat, Kumite, mais qui a une particularité. C'est que, et je vais parler d'abord de Fela, Anikula Kwakuti. Parce que la première fois où j'ai vu Fela de ma vie, c'est quand mon frère aîné, qui était producteur de musique, l'avait invité à Bordeaux. Donc Fela était venu et il avait réclamé 15 chants. Alors, les gens se sont dit, mais comment un homme seul peut demander à ce qu'on loue 15 chants? C'est pas possible. Il met ses bagages, il fait comment? Et Fela arrive avec toutes ses femmes. Donc quand Fela débarque de l'aéroport avec ses femmes, tout le monde, enfin les blancs disent, ah, voilà le roi Télé nègre, il vient faire la fête avec tous ces négresses. Mais nous on voit que Fela a des femmes très jeunes. Fela arrive, il nous parle parce que ma mère avait été réquisitionnée pour préparer à manger. C'était un grand événement, la présence de Fela. Et Fela dit qu'il va parler de sa mère. Alors, sa mère, bien que nigériane, donc ressortissante du Nigeria, était la responsable de l'Assemblée des femmes du CPP, Convention People Party, de Nkrumah. C'était donc du temps où Nkrumah dirigeait le Ghana et voulait faire du Ghana l'épicentre du panafricanisme. Donc la mère de Fela a connu Lumumba parce que tout le monde était littéralement séduit par le charisme de ce grand Congolais, un peu svelte, dont Fela décrit la scène. Mais le charismatique Nkrumah est supplanté par Fela, par Nkrumah, par Lumumba. Donc les partisans de Nkrumah, qu'il appelait Osadjefo, c'est-à-dire le rédempteur, ils ont donné maintenant un surnom à Lumumba. Parce qu'au-dessus du rédempteur, il y a quoi? Au-dessus du rédempteur, il y a quoi? D'après vous, il y a quoi? Mais il y a le soleil. C'est celui qui nous éclaire tous. Donc ils ont dit Lumumba c'est le soleil. Un autre côté que les gens ne savent pas, Lumumba était un homme qui exerçait une attraction magnétique sur les femmes. Là c'est très sérieux ce que je dis.
Donc les femmes du Ghana, tout ça disaient que, est-ce qu'il est même marié? Tu comprends? Bien. Alors on a dit non. Lui, il a une femme chez lui là-bas, au Congo. Les gens ont dit, mais c'est loin. Nous sommes des princesses installées dans la noblesse de l'Afrique millénaire. Donc, nous, on peut cohabiter avec les épouses de Lumumba. Donc, partout où Lumumba passait, que ce soit en Guinée, que ce soit, on disait que toutes les femmes disaient, c'est l'homme idéal. Tu vois, non? Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que l'Afrique a besoin de rêves. L'Afrique a besoin d'idéal. L'Afrique a besoin de vision. L'Afrique a besoin de rêves parce que la réalité de l'Afrique est cauchemardesque. Donc il faut des hommes pour porter le rêve panafricain à son apogée. Et Lumumba était de ces hommes. Ceux qui l'ont supprimé ont supprimé notre rêve. Et nous ont plongé dans un cauchemar sans fin. L'Afrique a besoin d'idéal. C'est-à-dire l'Afrique a besoin d'une transcendance des idées. Le combat, c'est quoi? Ce n'est pas un combat seulement pour survivre. Ok. Donc l'Afrique a besoin de l'idéal. Le problème, c'est que nous avons gagné le combat des idées et des idéaux. Depuis le colloque du Caire, en 1974, l'Afrique a gagné. C'est-à-dire l'Afrique a marqué un essai qu'elle peine à transformer. Parce qu'il n'y a pas d'institution savante. Pour enseigner ce que Lumumba dit, donc il y a quelques fidèles qui se réduisent à ce que j'appelle la porte, qui se réduisent à, comme neige au soleil. Voilà pourquoi il est précieux, Kassende. L'Afrique a besoin d'idéal. La jeunesse africaine d'aujourd'hui, quel est l'idéal affirmé qu'on lui propose? C'est d'aller aux États-Unis, faire du basket, faire du rap, faire... c'est ça l'idéal. Qui sont les porteurs de cet idéal? Soprano, excusez-moi, MC Soula, Sola, pardon, James. Gims, ça fait quoi? Il est l'idéal. Oui. Parmi les femmes, quelles sont l'idéal? Rihanna, il y a aussi l'autre qui est très belle. Hein? Voilà. Beyoncé. Bon, ce sont des femmes qui changent de cheveux tout le temps. Donc, des fois, je les confonds même. Tu vois? Par contre, leurs cheveux sont plus chose que les cheveux de la première dame du Cameroun. Donc, le problème qui est posé, c'est que l'Afrique a besoin de vision. Qu'est-ce que ça dit? L'Afrique a besoin d'avoir un horizon qui dépasse ce que j'appelle les embûches, les collines des embûches. Les Africains ont besoin d'une vision. Quand on dit vision, c'est United States of Africa. Yes. Tu vois, c'est vision. Donc, quand il n'y a pas de rêve, quand il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de vision, qu'est-ce qui peut faire qu'on puisse guérir ces blessures narcissiques? C'est la musique. Attention, je ne parle pas de la musique de Koffi Olomide. C'est bien, bon, j'aime bien Koffi, il fait des ballets entouré de jeunes filles qui se déhanchent pour nourrir les fantasmes de quelques nègres. Et tout ça, bon, d'accord. Tu vois? Bon, Fally Ipupa fait comme il peut. J'aime bien quand il fait en Swahili. Fally Ipupa. Tu vois?
Mais la musique dont nous voulons parler, nous, c'est ce que nous appelons Kemetic Vibration. La vibration kémite. Et qui porte ça, cette musique? C'est l'enchanteur de la Renaissance kémite. Ce n'est plus un chanteur. Parce que quand quelqu'un porte une vision, un rêve et un idéal, je ne l'appelle plus chanteur. Je l'appelle un enchanteur. À ne pas confondre avec Merlin l'enchanteur. Et celui-là s'appelle Negamax. Nega Masamba. C'est la voix de ceux qui aspirent au rêve panafricain, à l'idéal panafricain et à la vision panafricaine. Voilà pourquoi je voudrais dans cet entracte qu'on puisse mettre ça, mais il faut que le son y soit aussi. Et il faut éteindre. Il faut éteindre ici.
Negamas. Veuillez saluer le doyen Katinde, Claude Dalton, Afana, Ndogmo, mon frère, le doyen Fancy. Merci Negamas. Et la jeunesse africaine, la jeunesse kémite est fière de toi. Merci. Et le fait que tu sois aujourd'hui à nos côtés, au moment où nous célébrons le départ vers l'âme droite de notre Père géniteur, est un très grand moment de bonheur et de fierté. Nous disposons encore d'un petit quart d'heure, parce que ceux qui nous ont hébergés, aussi longtemps qu'on n'aura pas nos propres salles, on sera toujours bousculé, même en temps de deuil. Et donc, chacun de vous, puisque de toute façon, nous allons créer les conditions, et j'en profite pour l'annoncer, nous allons mettre sur pied un centre panafricain de culture. On va mettre sur pied un centre panafricain, un centre culturel panafricain, qui aura 6 espaces. Premier espace, bibliothèque. On va essayer de mettre 10 000 livres. Deuxième espace, vidéothèque. Parce que l'image, c'est très important. La vidéo. Troisième espace, audiothèque. C'est-à-dire les CD audio, tous ceux que les enfants aiment avec le Walkman classique. Quatrième espace, médiathèque. Parce que les médias aussi dégradent notre image. Les médias mainstream, la presse écrite, l'audiovisuel, etc. Nous allons faire aussi une sorte d'espace pour le panafricanisme culinaire. Les Noirs doivent manger les plats. Parce que la dernière fois que j'avais mangé un peu de poulet yassa, j'avais compris que c'est le même plat qu'au Bénin. Hein, j'ai cru comprendre vaguement. Et ces histoires de foufou là, c'est les mêmes foufous au fond. Hein, ce qui compte seulement, c'est si c'est maïs, semoule et tout. Et les Africains aimeront toujours les poissons braisés, je crois. Donc je suis triste pour les poissons. Mais nous, en tout cas, on est heureux quand on les mange. Et les brochettes, soya, tout ça, les vraies brochettes. Donc tout ça là, ça peut fédérer. Ça fait partie du rêve panafricain. Vous voyez? Le panafricanisme culinaire. Et puis, dernière chose, nous aurons un endroit où on viendra se trémousser après les conférences. Oui. Parce que j'ai compris que tout projet, tout spectacle qui n'inclut pas la soirée dansante, je crois que le succès populaire est aléatoire. Donc, nous allons créer cela en disant à chaque Africain de mettre sur un compte public dont chacun est théoriquement en charge de la signature. 10 € par mois pendant un an. Ceux qui vont souscrire devront mettre 10 € par mois pendant un an. Ce qui revient à dire 120 € par an. Et ils sont actionnaires. Donc ce sont des banques d'actionnaires. Ce sont des banques d'actionnaires. Si on met ça ici à Paris, ils vont bloquer. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on ait même un centre culturel. Donc il faut mettre ça dans un pays tiers, dont nous n'allons pas révéler le nom ici. Cela veut dire qu'en sortant de cette salle, nous devenons de facto des acteurs économiques qui nous allons créer le premier centre culturel panafricain de France et de Navarre,
depuis la période de l'homme de Grimaldi. Je trouve que c'est un rêve magnifique. Chaque personne autour de cette table aura le privilège de la conclusion. Hein? Je vais donc donner d'abord la parole au frère Afana, au frère de combat Joe Dalton et aux autres. Voilà, le frère Afana a la parole. Mes frères et sœurs, je voudrais d'abord adresser mes plus sincères condoléances au Sèche Kovir Ekmere pour le décès de son père. Mais comme il nous l'a appris, un décès n'est pas une fin en soi. Je pense qu'on l'a déjà dit tout à l'heure. C'est juste le corps qui s'en va, mais l'âme qui va voyager, qui reste. Et maintenant, je tiens à vous adresser un message. Nous avons un certain âge. Mon frère Joe Dalton et moi, nous avons un passé très dur, un passé de guerrier. Nous sommes tous pratiquants d'arts martiaux, un maître d'arts martiaux. Nous sommes des anciens membres d'équipe de France de taekwondo. Nous avons combattu les champions du monde, les champions d'Europe. Mais à cette place où nous sommes, autour du professeur, il devrait y avoir des jeunes frères d'environ 25 à 30 ans. Et ils ne sont pas là pour l'instant. Donc, et mon message est le suivant, c'est que le professeur qui est ici devrait avoir la même aura comme aux États-Unis, le Farrakhan. Il devrait avoir le même aura. Pour l'instant, nous sommes encore amenés à nous regrouper dans des petites enceintes, mais bon, chaque chose a son temps. Alors mon message est le suivant, c'est que comme le professeur, notre Sèche Kovir Ekmere est notre éminence intellectuelle, c'est lui qui connaît. Nous devons tous nous regrouper autour de lui et le protéger le plus férocement possible. Voici mon message. Et c'est pour ça que nous sommes là d'abord. Parce que nous avons besoin de lui. Parce qu'il nous apporte beaucoup. Moi, ça fait plus de 15 ans que je le suis. Et j'avais déjà mes convictions depuis l'âge de 5 ans, sans le savoir. Voici mon message. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Le frère de combat Joe Dalton a la parole. Hotep à tous. Hotep. Pour compléter ce qu'il a dit l'honorable, j'ai pour tradition de courber des chines devant mes maîtres, le vénérable moine Shaolin en Corée du Sud. Ma tradition va de soi que je courbe des chines devant l'honorable. Je n'ai pas l'habitude de baisser les yeux, de courber des chines devant un être humain qui n'a pas de valeur ni de vertu. Ce qui est intéressant et ce qui est important, il faut le savoir, c'est que avant les réseaux sociaux, quand il fallait sortir pour la cause, malgré que la population noire était minoritaire à l'époque par rapport à aujourd'hui, tous les guerriers faisaient corps en ordre de bataille, dehors ou dans les endroits qu'il fallait. Certains anciens ici, des grands quartiers, peuvent témoigner. On n'avait pas besoin de se donner rendez-vous. Il y avait un esprit qui nous accompagnait depuis notre atterrissage dans ce pays au ventricule de la bête. Cet esprit émanait de Lumumba, de Boganda, de tous ceux qui nous ont illuminés par leur message de liberté. Nous sommes, nous, notre génération, des enfants de ceux-là. Nous sommes nés dans les années 68, 60. Il y avait une révolution noire sur tous les continents.
La bête avait peur. On a exterminé les têtes de série. Mais ils se sont incarnés à nous. Quand nous avons atterri ici au ventricule de la bête. Aujourd'hui, il y a 70 millions d'habitants en France. À l'époque, il y en avait peut-être 60 millions. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas encore 5 millions, je pense, nous les Noirs. Donc le fait d'être concentré ici dans les régions parisiennes ne doit pas nous faire croire que nous sommes dans une jouissance de liberté. Nous sommes en danger permanent. Ces gens-là s'organisent. Et ça peut nous frapper du jour au lendemain parce que les taux s'est réduit au niveau économique chez eux. Les prédateurs qui vont en Afrique, qui nous ont réduits, au-delà des érudits, ceux qui pratiquent l'art subliminal à travers les religions, il y a les seigneurs de guerre qui pratiquent les arts martiaux, l'art de la guerre. C'est des stratèges. En Afrique, quand on attaque les villages, soi-disant pour prendre la matière première, c'est pour détruire l'esprit de notre civilisation, des ancêtres guerriers, pour nous affaiblir. Donc mon histoire est simple. Moi, je suis juste une incarnation de l'esprit guerrier. Mon âme est dans l'au-delà avec les guerriers. Je me vois seul, unique. Je fais corps en unité de bataille, de guerre avec mes compagnons de combat. C'est l'esprit qui protège nos vénérables, comme l'honorable vénérable Gomez. Si nous sommes ici, d'après les enseignements de notre vénérable, et que nous avons compris l'essence même de ces enseignements, et que chez nous, nous pratiquons, nous essayons de pratiquer, par la méditation et les prières, ce qui correspond, si nous l'orientons notre méditation, tous en même temps, dans les heures précises, au même moment, nous envoyons ce que c'est l'aura, l'énergie puissante nucléaire, atomique, qui vient protéger les nôtres dans toutes les conditions de vie où ils vivent. Ça évitera de faire de l'assistanat et d'aller se vendre, faire de la prostitution auprès des loges des autres pour faire de l'assistance. Cet esprit dans la stratégie de guerre est une stratégie économique. Il y a l'esprit et il y a les armes. Sans esprit, le corps ne peut pas fonctionner. Sans le corps, l'esprit ne peut pas être fonctionnel. Donc mon message est simple. Moi je suis les recommandations des seigneurs de guerre, nos ancêtres. À partir du moment où j'ai dit il faut se rapprocher de nouveau auprès de notre vénérable, c'est qu'on m'a dit de le faire. Et nous nous sommes connectés au même moment et nous avons mis tous nos satellites braqués sur le mouvement que veut lancer notre vénérable. L'apparition de chacun d'entre nous est une alerte pour les hommes de l'ombre, les dragons noirs, ça veut dire la puissance noire, céleste et terrestre. C'est ça, ça veut dire les dragons noirs. Chez nous en Centrafrique, dans notre groupe ethnique, on nous appelle cet esprit les Maï-Maï. On dit toujours, c'est le sage du village qui s'est appelé ce grand cobra noir pour arriver et anéantir l'ennemi. Ça fait des rituels aujourd'hui qui protègent une bonne partie de l'Afrique, notamment en Centrafrique, que les Blancs médiatiquement essaient
créer un clivage avec et dire les anti-balles AK. Ça veut dire que la balle que le blanc a fabriquée ne peut pas atteindre tant qu'on est en accord, en harmonie avec notre peuple et notre terre. En Asie, chez les moines Shaolin, quand j'ai été visité, pour terminer, j'ai voulu intégrer le plus grand temple des moines Shaolin qu'on appelle les invisibles. Le vieux maître est sorti du temple, il a partagé les pastèques avec moi, il m'a embrassé les pieds. Il a dit, je vais mourir en paix, enfin je touche les pieds d'un ancêtre qui est venu, comme on était venu à l'époque. Et il m'a dit, tu n'as rien à faire ici. On n'a pas le pouvoir de te donner quoi que ce soit. Tu dois retrouver les tiens et leur donner l'énergie qu'il faut pour qu'ils restent puissants. Nous ici, nous sommes obligés de pratiquer des rituels enfermés ici, en haut lieu des montagnes, pour fournir l'énergie qu'il faut aux nôtres qui sont en activité dans la vallée. C'est ce qu'il m'a dit de moi, devant mon grand maître et devant le vénérable, l'autre vénérable moine. Va remplir ta mission. Et de là, je suis revenu en France. J'ai voulu fuir la France. Mais les esprits là-bas, qui savent, qui nous connaissent, et qui savent ce qui se passe et qui protègent les leurs, m'ont dit, nous, on ne peut rien faire. Si vous ne vous retrouvez pas entre vous, vous ne renouez pas avec vos bases, qui sont nos bases, nous, on ne peut rien faire. À notre niveau, on n'est que vos enfants. Tout à l'heure, notre ancien, il a dit, les Koulouna, les Chégués, ici en France, on va dire, les jeunes des quartiers, ils s'entretuent, ils font les affaires. Nous-mêmes, on a été les gens du quartier, on a fait les affaires. Nous-mêmes, on a été dans les gangs, les grands banditismes. Voilà. C'est un parcours initiatique nécessaire, des fois, pour réaliser certaines choses et tourner notre arme contre l'ennemi. Donc nous avons une pratique spirituelle de base pour amener cette jeunesse, tous ces guerriers perdus pour l'instant, pour la cause dont nous sommes là aujourd'hui. C'est un esprit qui vogue au-dessus de nous. Son corps, son enveloppe corporelle s'est épuisée, mais la pureté de son esprit est à travers les travaux de l'honorable professeur. Donc nous sommes que la suite et la continuité. Merci encore, mon honorable. Je commence par vous présenter toutes mes condoléances. Et j'ai appris dans le passé, par rapport aux enseignements du professeur Gomez, que les morts ne sont pas morts, ils sont partis rejoindre leur cas divin. Et aujourd'hui, je pense que son honorable papa est parti rejoindre les ancêtres bienfaiteurs, comme tu as souvent l'habitude de le dire, et que justement, ce jour est un jour très précieux pour ce moment de convivialité et qui nous permet d'être en harmonie avec nous-mêmes. Je vais plutôt intervenir sur le côté artistique. Je veux vous dire que l'Enfant du Nil, ce morceau, depuis que je l'ai sorti, maintenant 5 ans, vous voyez que j'ai un peu vieilli entre-temps. Ça se voit pas. En tout cas, c'était un tournant décisif parce que lorsque je venais aux conférences du professeur Gomez, il me disait souvent qu'il faut aller plus loin dans la précision, dans la tournure artistique. Le hip-hop, c'est la transformation du cri de douleur en cri de bonheur. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Et depuis que j'ai fait ce single, ça m'a ouvert tellement de portes. Et je vais vous confier quelques éléments qui sont marquants. Parce que Enfant du Nil, ça m'a permis de faire des tournées partout.
l'année dernière, j'ai fait toute la France. J'étais au Sénégal et c'est grâce en ce moment à ces éléments comme toucher ce qui nous concerne, cette énergie qui nous anime. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui je suis respecté dans mon pays. Parce qu'au Sénégal, ce sont des sujets tabous que beaucoup de gens n'osent pas aborder. Et que lorsque j'ai commencé à parler de ces sujets-là, j'étais invité dans tous les plateaux de télé. Et parfois j'étais censuré, parfois un peu. Donc je me retrouve entre deux univers. Le monde des gens qui me combattent et les gens qui me portent vers le haut. Et on me demande de choisir. Mais je préfère choisir d'être en harmonie avec moi-même. C'est-à-dire sortir les choses qui viennent de moi. C'est-à-dire naturellement et de dire ce qui est en nous. Et lorsque en 2018 j'ai fait la tournée avec Youssou N'Dour, qui m'a mis en première partie lors de ces événements, on a fait Bordeaux, Toulouse, Marseille, et à chaque fois, une fois il m'a vu en coulisses, il me dit son morceau Enfant du Nil, c'est une puissance que tu ne peux même pas imaginer, et que lui il est admirateur des éléments qui concernent notre spiritualité. Mais le problème, c'est que lui, il est dans une industrie commerciale et il me dit, c'est à vous, cette jeunesse, de porter justement cette science artistique vers le haut. Et maintenant, il faut qu'on vous soutienne, vous qui avez cette parole et qui a la facilité, le verbe facile, qu'on vous pousse justement à aller plus loin dans cette direction. Je pense que lorsque Youssou N'Dour parle de ça, il n'y a plus rien à dire. Je pense qu'on a l'obligation de continuer ce travail-là. Et j'ai travaillé avec Ousmane Sonko, qui était candidat aux élections présidentielles, et qui suit avec intérêt justement cette mouvance panafricaniste, et qui aujourd'hui l'a porté tellement haut. Il est devenu 3e dans les sondages et dans les résultats, et qui à chaque fois me dit, oui, je regarde beaucoup le professeur Gomez, il me parlait de l'Asconi. Et lorsqu'il m'a fait introduire lors de son discours qu'il a fait ici au Palais des Congrès, non, c'était oui, au Palais des Congrès. Et quand j'ai parlé de comment dire, de papyrus, les papyrus, je parlais des papyrus, je parlais de Cheikh Anta Diop, je parlais un peu des médous, un peu dans une salle qui avait plus de 6000 personnes. Il m'appelle, il me dit, il faut que tu me donnes tous ces petits secrets-là parce qu'il me faut ces puissances que tu as dégagées. Et donc voilà, c'est ça qui me donne encore plus de courage de travailler encore plus et de porter ce message culturel aux autres jeunes qui arrivent sur le marché artistique. Et lorsque aussi il y en a qui sont dans la politique au Sénégal, qui m'appellent en douce, qui me disent oui, là où tu es, il faut continuer. Nous, on ne peut pas parce que malheureusement, on a les mains liées. Mais c'est à vous de porter ce combat-là parce que vous avez le courage, vous avez l'énergie et vous n'attendez rien de personne. Et lorsqu'il y a eu des débats sur justement la musique actuelle, parce qu'on a cette musique commerciale dont les paroles sont vides, et nous, notre musique consciente, on a fait beaucoup de recherches sur ces éléments-là. Il y en a qui disent que cette musique actuelle, c'est une musique Kleenex, c'est-à-dire c'est un mouchoir qu'on utilise et qu'on jette à la poubelle parce que c'est une musique de tendance. Et nous, ce qu'on fait, c'est ça cristallise dans les mémoires et ça restera comme les œuvres de Cheikh Anta Diop. Je pense que si, à un moment donné, j'entends ce genre de choses, ça me réconforte. Et ça me donne un peu de courage de soutenir davantage, et je le dis et je le répète, de soutenir le professeur Gomez. Parce qu'il a beaucoup contribué dans mon essor artistique. Et il a beaucoup contribué dans tout ce que j'écris, dans la manière d'écrire, dans la manière de faire l'art et tout. Et je pense que c'est une chance de l'avoir à nos côtés. Et je te le dis, je te le répète, l'estime que j'ai envers toi restera une partie indestructible. Et ce sera toujours le cas. J'ai été honoré en 2015 lorsqu'il a fait une conférence. Il m'a nominé lauréat de la Renaissance africaine. Et jusqu'au Sénégal, on en parle. Et c'est quelque chose qui restera gravé dans mes mémoires à vie. Honneur d'État, nos grands ancêtres. Mon témoignage, comme on dit, je n'ai pas connu le père Gomez.
Mais comme on dit souvent, les chiens ne font pas des chats et on reconnaît l'arbre à ses fruits. Mon témoignage va être plutôt personnel parce que je connais le SETCH, que j'appelle le SETCH international pour admirer, depuis au moins 20 ans. Comment je l'ai connu la première fois? Les réseaux sociaux n'existaient pas encore, Internet était encore balbutiant. Et un jour, je tombé sur une conférence, c'était dans le 5e, c'était titré « Tu as écrit la Bible ». Je venais d'avoir mon fils, et puis j'étais en pleine bataille parce que ma belle famille voulait que je le baptise. Moi, n'étant pas baptisé, je me posais la question, pourquoi je vais le baptiser? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, je vais à cette conférence, c'est là que je découvre que la Bible a été écrite 300 ans après la naissance du fameux Jésus-Christ. Je dis, ah, 300 ans. À mon âge, j'avais à peine 30 ans, et puis je commençais, j'appelle la mémoire. Je dis, mais on écrit sur 300 ans, est-ce que les gens ont encore la mémoire de savoir ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui cloche. Et ensuite, avec son courage, son audace et son assurance, il continue en disant, ça a été écrit par des gens qui ne l'ont jamais vu. Je dis, ah, décidément, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est comme ça que je commence à suivre le SETCH. Au fil en aiguille, je découvre une bonne partie de l'histoire via l'Égypte. C'était la première personne que je voyais lire les Médiounétaires. Faire le lien entre le Médiounétaire, son Bénin natal, le vaudou. Et c'est même là où j'ai découvert que nos fameux papes très souvent se font initier au Bénin. Et ce qu'on ne le dit pas toujours. Donc c'est comme cela que je commence à suivre l'enseignement du SETCH. Et au fur et à mesure, je découvre beaucoup de choses. Et pourtant, moi, tu croyais avoir suivi une scolarité exemplaire, je ne connaissais pas du tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé autour de moi à encourager toute ma connaissance, à découvrir leur vraie histoire qui leur a enseigné à l'école. Parce que je me souviens, une fois, j'avais étudié un peu l'Égypte en 6e, on nous présentait des êtres humains avec des têtes d'animaux. Je me pose la question, comment un être humain peut avoir une tête d'animal? Ça ne va pas, donc c'est pas vrai. C'est très louche. Et puis heureusement, on enseigne en 6e lorsque l'enfant n'est pas encore éveillé, et après on n'en parle plus. Donc il a été surprenant que j'ai quitté mon Cameroun natal, arrivé ici, avant de découvrir qu'on a une histoire en Égypte. Chemin faisant, et puis le SETCH à un moment donné, on perd un peu le contact. Et puis, subitement, un jour, je me souviens à la gare du Nord, je suis en 2017, je croise le professeur. J'étais tout excité, j'ai dit, professeur! Il me dit, ah, c'est qui? Je dis, ah oui, c'est Don Mo, je te suis beaucoup. Je vous suis beaucoup. Il me dit, ah, rendez-vous telle date, il va se passer quelque chose. Et là, c'était le retour du SETCH. Je me souviens encore, ça s'est passé, je crois, vers le 20e, au courant 2017-2018. La salle était pleine. Pour vous dire à quel point le SETCH était attendu. Et depuis ce temps, ça ne s'arrête pas avec les lives. Je m'en dois avec, je distribue autour de moi pour dire, SETCH, vraiment, il ne faut pas pleurer. Le papa a fait un grand travail. Il n'est pas de se reposer. Et il nous a laissé un grand héritage qui va illuminer toute la renaissance africaine. Vraiment, courage. Et le plus de ce soir, on sortira bientôt avec un grand centre panafricain parce que ta mairie, tenue par mon frère, mon ami, Namer, devient un peu petit pour tout la diaspora, pour toute la génération, pour tout le monde tamil, pour toute la kamitosphère, comme dit le SETCH. Vraiment, continuons à soutenir le SETCH. C'est vraiment notre chance. Beaucoup n'ont pas connu cet engagement parmi nous, mais nous avons la chance de connaître un de ses valeureux disciples. Soutenons-le. Encore SETCH, bravo, il faut continuer comme ça. Comme la tradition le veut, je veux vous demander qu'on se lève pour remercier celui qui est désormais plus le père biologique de notre initiateur, mais un ancêtre, puisqu'il a retrouvé sa vraie identité, ce qu'on appelle le cas. Parce que donc, on va le remercier pour nous avoir permis d'avoir aujourd'hui un initiateur qui nous redonne, nous fait renaître et nous reconnecte avec notre véritable source de vie. On va le remercier et on va lui adresser toutes nos pensées de paix et demander aussi, nous mettre sous sa protection par rapport à tout ce qu'on veut faire, parce qu'en fait, la manière de le rendre éternel, c'est véritablement notre action. L'action que nous allons mener chaque jour, effectivement, pour magnifier l'œuvre
dans laquelle nous sommes entrés et permettre aux Africains de renaître et de se reconnecter et de retrouver ce qu'on appelle l'amour fraternel. Parce que c'est ça. Ouais. Donc, tout ce qu'on a exprimé aujourd'hui montre qu'en fait, le problème de l'Africain, du noir, c'est une ignorance. Une ignorance qui lui a été imposée par des circonstances et par d'autres peuples qui sont allés s'abreuver chez lui. Et les conséquences de cette ignorance, c'est quoi? C'est que on est déconnecté de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est, comme on dit dans nos villages, on vit presque comme les autres espèces à côté de nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas poursuivi notre naissance. C'est ça l'initiation. Parce que chez nous, les Africains, la vie est éternelle, par définition. C'est ce que l'initiateur vous enseigne. Et nous, on a le devoir, justement, d'accomplir dans le temps présent. C'est-à-dire de remplir cette éternité dans le temps présent, dans notre vie. C'est pour ça que quand un enfant naît en Afrique, dans notre tradition, on avait la sagesse de savoir exactement ce pourquoi il est arrivé. C'est-à-dire qu'il a une mission, il a quelque chose à faire de très précis. Vous voyez? Donc, du coup, n'ayant plus toutes ces connaissances-là, vous voyez, l'éducation commençait par là. L'éducation commençait par identifier quel est l'ancêtre, c'est-à-dire quelle est cette forme de vie qui a pris forme dans l'individu. Et elle vient là pour jouer un rôle collectif dans la construction de l'amour. L'amour qui est la vie éternelle, en fait. La vraie vie, et qui est une vie, c'est ça dans la conception qu'on a et qu'on retrouve donc à travers les enseignements de l'initiateur. Et donc, on avait la capacité de voir, mais voilà, même l'orienter. Vous voyez, même la vie professionnelle, c'est-à-dire que ce qu'il va faire dans la société, le type, enfin, bref, on avait déjà une vision sur les talents qu'il porte. Vous voyez? Et donc, à partir du moment où on a détruit nos véritables initiateurs, nos véritables instructeurs, nos véritables éducateurs. Parce que l'éducation chez nous, c'était la société. Vous voyez? Il y avait les parents biologiques, mais toute la société. Et puis, ce qu'on appelle l'initiation, c'est-à-dire que le fait qu'on devienne véritablement un être humain, c'est un processus. Par le corps, la circoncision, des étapes et des étapes, jusqu'à cette étape, effectivement, où on retrouve sa véritable identité, où on l'accomplit en devenant un véritable fils de Ré, pour symboliser ça. Donc vraiment, on lui rend hommage et on se met sous sa protection. Et puis, qu'on lui demande de nous soutenir, d'ouvrir en nous véritablement le courage qu'il avait de dire la vérité, de sorte qu'on devienne vraiment des véritables agents de la maths, c'est-à-dire la maths scolaire. On est quand même des mathématiciens en Égypte. On est des physiciens. On a des choses. On a des poètes. Mais comment nos jeunes, comment on ne peut pas penser des choses assez simples comme ne serait-ce que le suivi scolaire dans le cadre qu'on organise. Pour que les fils de Kémy, ils devraient avoir 19 en mathématiques. Au bac, autour de nous. Voilà des choses qu'on peut faire et mettre en place de façon concrète sans que ça demande beaucoup de... Merci doyen Francis. Fin d'armeur, rapproche-toi, parce que depuis le mois de janvier dernier, il s'est instauré ce binômat qui a fait que nous avons décidé de faire les grands ouvrages classiques de la Renaissance kémique autour du projet même de la librairie, qui porte un nom très important, Ta mairie, c'est ma table. C'est tout un programme. Donc, il m'est particulièrement agréable, en ces circonstances un peu difficiles pour moi, de te compter parmi ceux qui m'ont honoré malgré tes obligations professionnelles. Et je voudrais que cette rencontre se termine par ton message. Donc tu as la parole, tu es face à l'Assemblée, c'est-à-dire le peuple,
Et toi et moi, nous avons une hantise, c'est d'être traduit devant le tribunal d'Osiris. Donc, il faut qu'on puisse mériter l'aura et l'amour du peuple. Donc, tu as la parole. Merci, Kovi. Merci à vous tous d'être là. Ma rencontre avec Kovi remonte à 1988. Voilà, 1988. Nous nous sommes retrouvés dans le cadre du mouvement international mouvement international négro-africain Cheikh Anta Diop. Dans ce cadre que je rencontre Kovi et il est notre conférencier principal. J'étais en quête à mon arrivée à Paris 2 ans avant, mon arrivée en France 2 ans avant. J'étais en quête de la découverte de mon histoire. En fait, Cheikh Anta Diop décède l'année où j'arrive en France. Et quand j'arrive en France, je suis accueilli dans le milieu qu'il a découvert pendant 1 mois avant sa mort à l'université de Yaoundé. Et voilà comment je suis branché aux questions liées à l'histoire africaine. Je me mets à faire le tour de Paris pour découvrir quels sont les milieux, les espaces où on peut en savoir davantage. Et c'est ainsi que j'arrive au Minakad où je rencontre Kovi. Et tout de suite, je découvre un tribun, je découvre quelqu'un qui nous apporte beaucoup dans la connaissance de nos humanités. Je découvre quelqu'un qui vraiment pose les problèmes tels que j'aurais souhaité moi-même les poser. Et voilà comment nos relations commencent. Voilà comment personnellement j'arrive dans cet univers et dans les responsabilités que j'assume dans cette association, je deviens trésorier et en tant que trésorier, je dois renflouer les caisses. Voilà. Et l'une des idées que nous trouvons pour renflouer les caisses, c'est de rencontrer les éditeurs, de prendre leurs livres et de leur proposer pendant les hommages annuels que nous rendons à Cheikh Anta Diop au mois de février, parce que c'était essentiellement la manifestation que nous proposions pour animer et pour donner l'opportunité aux uns et aux autres de découvrir son message. Puisque à ce moment-là, l'enjeu était de faire découvrir, disons, les travaux de Diop, la pensée de Diop. Et Kovi est notre principal vraiment orateur, notre principal conférencier, la personne qui parmi nous savait être celle qui maîtrise le plus ce sujet. 30 ans après, nous nous retrouvons de nouveau après un parcours souvent parallèle. Nous nous sommes retrouvés autour, disons, de ce que nous proposons depuis, disons, bientôt 1 an, les lives. Donc, ces lives nous permettent de découvrir qu'il est égal à lui-même, il a continué à travailler, il a continué à étudier. Et je découvre qu'il est sur un autre plan égal à lui-même, très généreux, une détermination, une volonté de partager, une préoccupation vraiment que je ne trouve pas comparable dans notre génération. Comment réussir à faire en sorte que l'Afrique se relève. Voilà. Et je n'ai pas trouvé dans notre génération, dans notre monde, quelqu'un qui prend autant de risques que lui. Vraiment, les sujets qu'il évoque, la vérité qu'il dit à tout va, me fait découvrir quelqu'un qui est prêt à recevoir des balles pour l'Afrique. Donc je voudrais vraiment ici le remercier pour son engagement, pour sa détermination et pour
son parcours exemplaire. Je crois que si nous devons citer un exemple, le parcours scientifique ou la formation que nous devons recevoir pour être au service de notre continent, le parcours de Corvie, vraiment, cette détermination est exemplaire. Et je nous invite à l'imiter sur ce plan-là. Je voudrais, bien sûr, à cette occasion, remercier aussi le papa qui nous quitte, et le papa sans lequel, bon, bien sûr, la maman aussi, le papa sans lequel nous n'aurons pas eu Corvie, avec le parcours qu'il a eu. Nous savons tous qu'il est né à Lyon. Je ne comprends pas pourquoi il est né à Lyon, il retourne en Afrique. Il retourne en Afrique auprès de sa grand-mère. Et du coup, il est un Africain né en France. Il maîtrise une langue africaine à la perfection. C'est souvent exceptionnel, c'est souvent rare. Et non seulement il connaît la langue du pays, mais il connaît les traditions. Donc du coup, quand il déroule son savoir et sa science, il est dans la dimension diopienne. Diop est un enfant du continent, il connaît les langues du continent, il parle de là. Donc je fais souvent ce parallèle pour dire que vraiment c'est pour nous l'une des pièces maîtresses, sinon la plus déterminante aujourd'hui, en ce qui concerne les contenus que nous devons nous approprier pour être dans la capacité de comprendre nos problèmes et de mettre en place l'organisation adéquate pour être en mesure de les résoudre, quoi. Donc je voudrais vraiment ici le saluer pour ses efforts et lui dire, et vous dire que ta mairie, l'entité que je représente entre autres, est déterminée à apporter tout ce qu'il faut pour permettre que tout le travail qu'il fait soit porté aussi loin que possible, quoi. Nous allons vous proposer une photo de famille autour de deux cadres. Le cadre de mon père géniteur et le cadre de mon ancêtre bienfaiteur. Faut savoir. Et nous allons nous mettre au fond. Nous allons permettre aux personnes de grande taille d'être derrière et aux personnes de petite taille d'être devant. Voilà.